Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo Nassim Batou, aka le chorégraphe le plus aiguisé du tiroir, comment ça va? Ça va, ça va. Cool. Avant de démarrer la discussion avec toi, je rappelle à tout le monde que le podcast Sweep là qu'on écoute, il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube, et que c'est officiellement le départ de la saison numéro 2 du podcast. On a laissé passer l'été et on redémarre. Et on redémarre après l'été avec quelqu'un du Sud. Et, et on est content de te recevoir, Nassim. Est-ce que dans un premier temps, vu qu'il faut qu'on te découvre un peu avant de rentrer dans le vif de certains sujets, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Nassim Batou. Ouais, je crois que je peux dire que je suis chorégraphe maintenant, parce que je suis beaucoup moins danseur. Et, euh, et je suis papa de 3 enfants. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. Ça fait 20 ans que je suis intermittent et que je passe de projet en projet. Mais je crois que c'est bon pour la présentation. Et t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 38 ans. Parce que je me disais, enfin, t'as l'air plutôt quand même assez jeune et au début je pensais que t'avais, je sais pas, 30 ans. Je me suis dit, ouais, il a l'air trop jeune pour un chorégraphe. Au final, t'as 38 ans. Je me dis, c'est juste au milieu, tu vois. Mais en tout cas, tu fais jeune. J'avoue, j'aurais bien aimé commencer avant de le faire plus sérieusement. Mais je pense que je sais pas comment dire, j'avais trop de respect pour ce métier-là et je pensais qu'il fallait apprendre plein de choses avant de se lancer dans des projets, tout ça. Du coup, j'ai mis vachement de temps. Il y a des chorégraphes beaucoup plus jeunes et, euh, et quand tu as fait dans comment dire ça? Quand tu as fait quelques pièges, genre entre 3 et 5, on t'appelle toujours jeune chorégraphe. Et à mon âge, tout ce qu'on dit de moi jeune, je trouve que c'est cool. Ça fait plaisir, je prends. Et si c'était à refaire, tu penses que tu as bien fait d'attendre ou tu aurais dû un peu tuer l'idée de ce que c'est qu'un bon chorégraphe et démarrer direct? Je sais pas. Avec des si, j'ai l'impression, pour parler de mes récents projets, le dernier projet que j'ai fait, c'est un spectacle pour 7 danseurs qui s'appelle Dividus. Et pour moi, c'est mon premier projet officiel. J'ai fait un solo avant. Et, et le projet à 7 s'est hyper bien passé. Et je me dis que c'est sûrement parce que j'ai attendu assez longtemps pour pas faire certaines erreurs, etc. Et, mais en vrai, Euh, c'est un truc que je t'avais dit, Noé, je crois, en aparté. Euh, Tu sais, souvent après les spectacles, il y a des espèces de bord plateau où souvent tu fais ça quand tu fais des scolaires, où les gens ils te demandent depuis combien de temps tu danses, tout ça. Et c'est des questions qui me saoulent, moi, j'en ai marre de les entendre parce que tellement répété. Mais ça a eu un effet bénéfique, c'est qu'en fait, quand on me demandait à quel âge j'ai dansé, je disais plutôt 19, 20 ans, tu vois, par là. Et pour moi, juste avant, j'ai fait uniquement du foot. Je faisais du foot dans un bon niveau, du coup ça me prenait vachement de temps, mais j'avais jamais mis les pieds dans un théâtre, etc., etc. Et en vrai, une fois on m'a posé la question, j'y ai réfléchi, je me suis demandé, ah ouais, ça fait combien de temps que j'imagine faire des spectacles? Mais j'en ai toujours fait en fait. Je me rappelle de quand j'étais à l'école primaire, je crois en CE2, j'avais monté une petite équipe, je suis chorégraphié, il y avait un musicien, 5 danseuses, et c'est moi qui drivais le truc. Quand j'étais au centre aéré, je me rappelle à chaque fois qu'il disait ah, qui c'est qui veut monter sur scène, je levais la main. J'ai arrêté les cours du lycée pour faire un spectacle à la récréation. Mais j'ai l'impression que c'est une ambition, comment dire, un trait de ma personnalité qui, qui dans mon cercle familial, dans la façon qu'on a eu de m'éduquer, etc., qui s'exprimait pas au premier degré. Et du coup, c'est pour ça que je disais tout le temps, ouais, j'ai commencé la danse à 19 ans. Mais en vrai, j'ai toujours dansé, toujours chanté, toujours fait des choses, mais jamais de manière officielle. On dirait qu'il fallait. J'avais pas le droit de le dire. Mes parents étaient très gentils, mais j'ai l'impression que c'est des idées qui pouvaient pas exister. Et du coup, quand tu fais ces spectacles dans la cour de récré et tout, c'est l'impulse première, c'est pour dire des choses précises que t'as pas le droit de dire,
ou c'est juste pour te retrouver avec des gens à faire des choses, peu importe lesquelles? Ah, c'est une bonne question. En vrai, j'en sais rien, mais je pourrais pas te donner une réponse. Je suis pas très mystique, moi, comme gars. Plus le temps passe et plus je suis terre à terre, tu vois. Mais si je devais être un peu mystique 2 secondes, il y a récemment, j'ai su qu'il y avait une salle de spectacle qui s'appelait la salle Batou en Kabylie, là où est né mon père. Et on pourrait croire que c'est un truc des ancêtres et tout, qu'il y avait une envie d'artiste. Et en fait, pardon, la salle de spectacle, du coup, m'a fait savoir qu'il y avait pas mal d'artistes dans cette famille. Il y avait beaucoup d'artistes. Je me dis, il y a peut-être un truc comme ça. Et après, je crois de plus en plus que ce qui m'a fait devenir chorégraphe, euh, c'est euh, c'est cette envie je sais pas comment dire ça. C'est un peu, c'est l'envie de vivre des petites aventures humaines sur le long cours. Est-ce que je m'en rappelle à l'école primaire, vraiment, c'était ridicule. Mais on avait réfléchi au costume. Je me rappelle, j'avais mis mon jean dans la baignoire pour mettre de la javel dessus. On trouvait ça trop stylé. Ça faisait des taches blanches, machin. Et du coup, c'est tout ce processus-là qui me faisait délirer. On avait le droit d'avoir une salle entre midi et deux à la cantine, alors que tout le monde était dans la cour. Nous, on n'était que 5 6. J'avais un pote qui venait de Boston. Et du coup, lui, il savait jouer de la batterie. Et c'est moi qui mettais, comment dire, qui mettait de l'énergie, qui mettait de la vie dans tout ça. Et je crois que le seul intérêt, c'était celui-là. Parce que je me rappelle pas de grandes discussions de danse ou de qu'est-ce qu'on a envie de dire, etc., etc. Mais c'était plus le truc de passer un moment ensemble, quoi. Mais t'as plein de manières de vivre des aventures humaines. Pourquoi la danse en particulier? T'aurais pu faire du Euh, théâtre, t'aurais pu juste partir en vacances avec tes potes, faire un road trip. T'as raison. Mais en fait, comme je te disais juste avant, moi, je fais du foot allez, donc je suis, j'allais dire un ancien gros, mais j'étais hyper gros quand j'étais petit. Et genre, je bronzais pas entre les bourrelets, quoi. Ma mère l'était, elle m'appelait le zèbre. C'était vraiment, j'étais balèze, balèze. J'ai rien contre les gros, mais c'est vrai que moi, ça me posait un problème quand même pour courir et tout. Et à l'adolescence, j'ai maigri d'un coup et j'ai fait du foot, du coup, dans un bon niveau, machin, comme je te disais. Et en fait, il y avait ce truc-là, de la danse, de la musique, et je rappais un peu, je faisais plein de trucs, j'ai dessiné, tout ça. Mais comme je te disais, pas un truc que je disais beaucoup, et en fait, je me rappelle que aux alentours de 18 ans, je me dis, ouais, j'ai envie de faire autre chose que du foot. Et du coup, je suis allé, premier truc, je me dis, bon, je vais aller faire de la danse. Donc, je vais au conservatoire. Je me rappelle, la femme elle m'avait regardé de manière très bizarre quand je lui avais dit que je voulais commencer les cours de danse classique, contemporaine et tout. Du coup, c'était pas l'endroit pour faire ça. Après, je voulais faire du piano, mais c'était hyper cher. Après, je voulais faire de la boxe, mais le gars était un peu, il était pas, le gars était bête un peu, l'entraîneur. Je me sentais pas de faire ça avec lui. Et puis, je rentre dans et donc, moi, excuse-moi, je fais des réponses hyper longues, hein. Coupez-moi si c'est. Non, mais t'inquiète, hein. Ok. Du coup, je suis au lycée, moi, je suis en scientifique. Et je me fais bien chier, quoi. Tous mes amis, en fait, sont pas avec moi au lycée. Ils sont souvent dans des lycées professionnels, tout ça, machin. Je me retrouve seul dans la classe. C'est vraiment. Je zone. Et du coup, dans cette idée de vouloir faire de la danse, je vais voir un spectacle. Et je vais voir un spectacle à Aubagne. Euh, et il y a une espèce de communauté. Et il y a ce truc-là, à l'ancienne, là. Je sais pas si vous avez connu cette époque où, quand le spectacle finissait, il y avait un freestyle à la fin. T'as pas connu ça? Moi non Ah, plus. le jeune, il a pas connu. C'était trop un délire. Tu allais au théâtre et il y avait trop de gens du quartier qui venaient. C'était vraiment un événement très particulier quand il y avait un spectacle dans hip-hop. Et à la fin, t'avais peut-être plus de 50% du public qui montait sur scène pour faire son passage, quoi. Il y avait une espèce d'énergie. Et moi, la première fois que je vais dans un théâtre, je vois ça. Et je sais pas, je me suis senti hyper proche de la communauté. Je crois parce que les gens, ils venaient un peu des mêmes endroits que moi. J'ai pas grandi dans le Bronx non plus, mais
Et j'ai grandi dans un petit quartier et tout, et ils venaient des mêmes endroits que moi, et on aurait dit qu'ils avaient le droit de faire des trucs que moi, j'avais pas le droit de faire. Ils prenaient la parole d'une manière très étrange, ils pouvaient faire de la poésie, il y avait du rap aussi sur ce spectacle-là. Et, euh, et du coup, je crois que ce qui m'a attiré, moi, vers la danse, c'est ce côté-là où j'avais l'impression qu'il y avait, j'allais dire une revendication sociale, mais c'est un peu gros, quoi. Mais en tout cas, ben, le spectacle que j'avais vu, ça s'appelait La Rage d'être. Et il y avait un son dedans qui disait que c'est nous qui possédons l'art et qu'avec trois bouts de ficelle, on pouvait faire des trucs, etc. Et moi, je suis venu à la danse parce que c'était le seul, je crois, la seule chose que tu pouvais faire en te débrouillant vraiment tout seul. Et la danse hip-hop encore plus. Tous les autres trucs, tu avais besoin de prof, de machin. Ça, tu pouvais vraiment le faire tout seul. Mais moi, je crois que j'ai fait de la danse parce que j'avais envie d'être chorégraphe, parce que j'avais envie d'être metteur en scène, et c'était le seul art par lequel je pouvais rentrer de manière aussi simple, quoi. J'allais m'entraîner dans un parking, dans un machin. C'est le seul endroit où je pouvais y aller, c'était facile pour y aller, quoi. Ok, bonne réponse. Hum, Tu dis que c'est le seul truc que tu peux faire sans avoir de formation, etc. Parce qu'on est dans le hip-hop, mais il y a d'autres milieux, genre le théâtre ou la danse classique, ou à l'inverse, c'est fait partie des milieux les plus élitistes où il faut avoir fait le plus de formation pour avoir le droit ou la légitimité de faire des spectacles. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, le hip-hop, c'est dans des salles de spectacle, etc. Et il y a des formations qui forment à, en tout cas, être danseur-interprète, mais il n'y a pas tant de formations qui forment les gens au métier de chorégraphe et à ce que c'est que ce métier bizarre, en tout cas dans le hip-hop, de, je sais pas, d'agencer des mouvements, d'agencer des musiques, d'agencer des décors, d'agencer des paroles des fois pour qu'à la fin ça fasse un truc qui dure à peu près 1 heure et que quand des gens viennent le voir, soit ils ont compris des choses, soit ils ont eu des sensations, mais en tout cas il s'est passé quelque chose. Et, euh, et c'est quand même différent, tu vois, d'être danseur et d'être chorégraphe. Être danseur, on l'a appris sur le tas, la plupart d'entre nous qui faisons du hip-hop. Maintenant, il y a des formations. Mais pour formuler la question que j'essaie de te poser, ça serait, toi, tu as appris le métier de chorégraphe sur le tas et tu en es à ta deuxième créa que tu considères comme la première. Et peut-être que tu penses à en faire d'autres. En faisant Dividus, dont on va peut-être parler plus en détail, qu'est-ce que tu t'es rendu compte qu'on t'avait pas appris sur le métier de chorégraphe et, et que finalement t'aurais aimé avoir eu les clés et que tu as dû apprendre sur le tas. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on nous dit pas pour Putain, il y être a plein de chorégraphe? questions dedans. Mais ouais, j'ai envie d'y répondre de plein de manières. Le premier truc, quand tu me dis qu'est-ce qui me manque, je m'en rappelle, ben, Noé, tu étais avec nous. Je me rappelle que dès le premier jour, donc moi, je fais le choix de faire 2 mois de résidence collée, quoi. 2 mois complets, septembre-octobre. Et Je te coupe juste. Pourquoi ouais. tu décides de faire 2 mois collés quand la plupart des gens ils font plein de petits blocs de 2 semaines? Aïe, tu me poses trop de questions. Ça va faire que. Mais vas-y, je vais essayer de répondre un truc à la fois sans rien oublier. Ok. Mais en tout cas, pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'on m'a pas appris, si j'y réponds de manière très simple, on m'a pas appris que être chorégraphe et diriger un projet, eh ben, que la première capacité qu'il fallait avoir, la première compétence, c'est savoir régler des problèmes. Moi, je croyais qu'il fallait être un artiste de ouf, hyper inspiré. En vrai, quand t'es dans le travail, il y a que des problèmes, quoi, à régler. Un danseur qui est pas là, un machin qui est pas fait, des trucs de budget, de costume, et je m'apercevais pas à quel point cette compétence, elle était importante. Et que l'aspect artistique, euh, être, euh, il va être au devant de la scène, c'est le cas de le dire, si jamais tu arrives à gérer tous les problèmes. C'est le premier truc vraiment terre à terre. Après, pourquoi j'ai fait 2 mois? Euh, une des réponses, il y en a plein. Déjà, c'est vachement inspiré de mon travail avec Naïf Productions, qui est un collectif plutôt des arts du cirque, mais que de la danse et de plein d'autres choses.
Du coup, avec eux que j'ai vécu 3 mois de résidence complète. Et pour la première fois depuis que je bosse en compagnie, et du coup ça fait pas mal d'années, j'ai eu l'impression qu'on n'essayait pas de produire quelque chose, mais on essayait de vivre quelque chose ensemble. Et que ce qu'on aurait vécu ensemble, eh ben, fabriquerait le spectacle. Moi, je crois pas qu'on a, en tant que danseur ou euh, en tant que danseur, pour faire court, mais je crois pas que j'ai un truc à dire particulier sur scène. Je crois pas qu'il faudrait dire ouais, faites la paix, la guerre, c'est pas bien, ou j'ai été très touché par les réfugiés, machin. Ça me parle pas, moi, ça. J'ai l'impression qu'on peut parler que de nous et de notre condition. Et pour en parler du mieux possible avec un groupe de gens, ben, il faut les inviter à passer du temps ensemble, à essayer de confronter leurs idées, etc. Souvent, je crois, je sais pas si Mathis, tu es danseur toi aussi, tu as un Ouais, compagnie et tout. Ouais. ouais, je suis danseur. Moi, j'ai l'impression en tant que danseur de faire promener un espèce de Nassim que j'aime bien, avec des idées sur l'art, etc. Et du coup, quand je vais en résidence pendant 2 semaines, eh ben, cette personne-là, elle bouge pas du tout. Genre, je viens avec mes idées et j'essaie de les proposer, j'essaie de les confronter, et puis je pars et je suis pas déstabilisé. C'est vrai, quand tu passes 2 mois, pardon, quand tu passes 2 mois ensemble, 3 mois, 4 mois, tu as le temps de t'oublier en fait. Le projet t'aspire tellement qu'en fait, tu oublies même un peu tes valeurs, tes idées, etc. Tu as des lignes qui bougent vachement. Tu as une perception du temps qui est un peu bizarre parce que les journées sont plus ou moins tout le temps les mêmes, avec les mêmes gens. Et du coup, il y a un truc en même temps qui se perd et il y a de l'épaisseur qui se crée dans les relations, mais pas forcément dans des relations au plateau, mais aussi dans des rythmes de comment on fait la cuisine à la maison, qui mange avec qui joue aux échecs avec qui c'est qui lit des livres, qui c'est qui dort entre midi et deux, qui c'est qui a plus besoin de passer des coups de fil, etc. Et j'ai l'impression que tout ça raconte la vie d'un groupe, vraiment. Et je crois, moi, que c'est ce qui est intéressant à mettre sur scène, la vie des gens, vraiment, et pas les idées. Et du coup, si je voulais vraiment construire un spectacle je sais pas moi, sur une marche par exemple, ben, ça me dérangerait pas de faire une semaine par-ci, 2 semaines par-là, etc. Parce que j'ai le concept dans la tête et je me dis, bon, les danseurs, ils sont juste là pour exécuter ce que je demande. Mais si je veux vraiment les mettre au travail et qu'ils arrivent à exprimer des choses, j'ai l'impression qu'il faut se perdre un petit peu dans le travail. Et t'as l'impression qu'avec Dividus, c'est ce que t'as fait ou pas? De ouf! Putain de prétentieux, le gars! Mais de ouf! Mais après, je reviendrai sur ce que m'a demandé Noé. Mais ouais, sur Dividus, carrément. Carrément. Je suis pas sûr que le spectacle soit complètement abouti. Même je suis sûr que non. Je pense qu'il y a encore des trucs que j'aurais aimé bouger et tout. Mais bon, 2 mois, c'est relativement court quand même. Et en plus, on a eu le Covid quasiment tous, là, un peu avant la fin. Du coup, on a fait une première en décalé. Donc, moi, je suis très fier du spectacle. Chaque fois que je le vois, il me touche. Je pense qu'il peut vraiment toucher des gens. Mais à titre personnel, je sais qu'il y a des trucs que j'ai pas pu aboutir juste parce qu'il n'y avait pas le temps. Et je crois il faut l'accepter. C'est le spectacle d'un moment et il y en aura un autre pour faire d'autres choses. Mais humainement, je suis sûr et certain, et peu importe qui me dira le contraire, que chaque personne du projet, et moi le premier, a été vraiment déplacé pendant le processus. Il y a un avant et un après. Chacun repart avec ses idées et tout, mais tout le monde a bougé. Même si j'ai fait des trucs, comment dire, avec lesquels les danseurs n'étaient pas d'accord, ben ils repartent même juste avec ça et c'est déjà cool. Ils ont eu la possibilité de dire qu'ils n'étaient pas d'accord, ils sont rentrés dans le processus, ils m'ont fait chier à plein de moments parce que je leur ai tellement laissé la place d'exprimer des choses et de donner leur avis sur tout que des fois ils ont fait des petites révolutions de groupe pour dire non, ça on veut pas, ça ne plaît pas, etc. Tu as Et un exemple concret? ouais, carrément. Par exemple, non, j'en ai plein même. Moi, j'en ai deux principaux. Deux principaux. Le premier, c'est on avait une vidéo en début de spectacle et on était parti dans un délire. Et moi, c'était le moment du projet où j'étais de plus en plus dans le public et de moins en moins sur scène. Du coup, il y avait vraiment le groupe sur scène qui vivait entre eux.
et moi à l'extérieur qui devais gérer d'autres trucs. Et je m'en souviens très bien d'un jour où on devait enchaîner, ils étaient tous arrêtés un peu au milieu du plateau. J'ai senti qu'ils parlaient, et qu'il fallait que quelqu'un prenne la parole. Je crois que c'est Charlotte qui avait pris la parole pour dire ouais Nassim, on est tous d'accord pour dire que ce film ça le fait pas du tout et avec plein d'arguments etc. Et du coup on a dû tout refaire parce qu'ils avaient raison en vrai. Mais c'est juste une question de timing, on n'avait pas le temps d'être un peu pointu là-dessus. On avait passé toute une nuit avec Caillou, bien jusqu'à 2-3 heures du mat, pour tout refaire et leur reproposer une version le lendemain. Je pense que s'il avait pas dit, peut-être on aurait lâché. Du coup, ils nous ont poussé à être plus exigeants là-dessus. On est revenu le lendemain, il y avait encore des trucs à changer, mais la proposition était beaucoup plus intéressante. Et la deuxième, et qui est très, je trouve, comment dire, c'est un effet de la création qui est intéressant à observer. C'est qu'on avait une scène, on en avait plein même, on en avait une en particulier qui, moi, me faisait beaucoup rire. Vraiment que ça me faisait rigoler, c'est un moment où ils prennent la parole. Et, euh, et en fait, à force de le faire devant des salles vides, en répétition, on arrivait proche de la première, ils voulaient plus le faire. Ils disaient, ah, c'est quoi ces mots bizarres là? Ils sentaient plus les textes, ils essayaient de le changer à chaque fois pour essayer que ça les fasse rire de nouveau, etc. Et moi, j'ai essayé d'imposer un peu le fait de garder la même structure qui nous avait fait rire la première fois. Et le jour où on a eu un public qui n'était pas des professionnels, bon, on a eu des vrais rires dans la salle. Et du coup, euh, et du coup maintenant, ils retrouvent du jeu dans cette scène-là. Mais, euh, mais c'est rigolo comme, comment dire ça? Il y a des scènes qui se révèlent que quand il y a du public dans la salle. Tu parles de déplacer des gens et pour avoir bossé avec toi, je sais que c'est des mots qui reviennent souvent, de bouger les lignes des gens, sentir que nos lignes ont bougé, être déplacées et que quelque part le projet est réussi si les gens du projet ont été déplacés. Euh, on touche de l'argent public quand on fait une créa. Ça veut Mm. dire que il y a des subventions qui ont été allouées par l'État et qui sont données aux artistes pour qu'ils fassent quelque chose d'apparemment utile puisqu'il y a de l'argent pour ça. Et quand on parle de déplacer seulement les artistes qui sont en train de faire le truc, euh, moi je me demande si c'est pas complètement égoïste comme démarche de se dire on a réussi si les 7 personnes qui ont été 2 mois en résidence ont été déplacées, mais dans ce cas-là, quelle utilité on a d'autre? Pourquoi on n'irait pas plutôt en thérapie ou vivre d'autres choses plutôt que recevoir de l'argent de l'État pour faire ça? Euh, J'adore. Euh, Moi, je l'ai séparé en deux. Du coup, à mon avis, ça commence par là. Ça commence par nous au plateau être hyper convaincus de ce qui se passe. Dans mon travail, je sais qu'il y en a d'autres qui fonctionnent autrement où, euh, où tu peux changer les danseurs d'une distrib, ça change pas tellement l'enjeu du spectacle. Et, euh, et je trouve ça cool, hein. C'est vraiment pas un défaut, mais je me rends compte que mon travail, c'est pas celui-là. Et je travaille vraiment avec les gens. Et je crois que on fait ce métier-là par conviction et qu'on a besoin d'y retrouver du sens, peut-être pas chaque jour, mais le plus souvent possible. Et c'est vrai que j'avais besoin de mettre cette question-là au travail. Euh, J'ose pas parler des autres danseurs, mais disons sans les nommer, il y en a plein qui sont venus dans le projet en me disant ouais, moi j'y crois plus trop à ces histoires-là, là, de faire de la créa, etc. Comme il l'appelle les danseurs hip-hop, de faire de la créa. Et j'y crois plus trop, j'ai l'impression que ça sert à rien, que là où moi je me régale, c'est dans les jams, ou d'autres qui auraient fait des projets, même avec pas forcément hip-hop, mais qui s'y retrouvaient plus. Et je me disais, bon, si on veut dire quelque chose aux gens en face, dans la salle, il faut au moins que nous, on soit convaincus de ce qu'on raconte. Du coup, cette question, elle a été un peu centrale pour tout le monde. On a envie de comprendre ce qu'on est en train de faire, on a envie de ressentir des choses et tout. Et pour moi, c'est le premier, je sais pas comment le dire, c'est le terreau du truc, quoi. Et, euh, et ensuite, je t'ai dit, ouais, je sais pas si le spectacle est complètement abouti. Parce que j'ai l'impression que c'est l'autre chose de le donner à des gens, à un public, etc.
je trouve que c'est, comment dire? Hem, je trouve que de toute façon, dans le cadre dans lequel on est, dans le théâtre, c'est hyper difficile, en fait, de faire bouger les lignes, des gens qui sont dans le public, leur faire passer des idées et cetera et cetera. Il y a, comment il s'appelle? Castellucci, Roméo Castellucci, un metteur en scène, qui avait une réponse et je vais un peu le recopier. Et il y a quelqu'un qui lui disait, est-ce que le théâtre peut changer le monde? Parce que, on était dans un contexte politique un peu difficile et cetera. Il dit: «Est-ce que le théâtre peut quelque chose?» Je crois que c'était pendant les, comment dire? J'allais dire les révolutions, pendant le mouvement des gilets jaunes. Et lui, il disait un truc, qui moi, je peux faire exactement la même réponse. Je me dis: est-ce que ça peut vraiment changer les lignes? Moi, je crois que toute forme de politique, tout engagement social et cetera, part, d'idéologies très profondes chez les gens, de sentiments très profonds. Et quand ils se mettent dans une salle noire, dans le théâtre, eh beh, ils ont un peu rendez-vous avec eux-mêmes. Ils ont le droit de ressentir, que ce soit dans une salle de cinéma ou dans du spectacle vivant. Ils ont le droit de regarder les choses. Il y a eu un gros bruit chez moi, excusez-moi. Ils ont, ouais, en quelque sorte, rendez-vous avec eux-mêmes. On a rendez-vous avec nous-mêmes quand on va dans des salles de spectacle. Et je crois que si, on ressent des choses, si on est touché par certaines choses, eh ben, ça peut, peut-être je le dis très mal, mais ça peut peut-être changer notre vision du monde et nous faire prendre des décisions différentes. Du coup, si on voit une communauté sur le plateau, parce que c'est des trucs qui se ressentent, qui ont des relations, un mot à la mode, bienveillantes, où on sent qu'ils ont envie de nous dire des choses, où on sent qu'ils ont des pensées divergentes, et cetera, ben, ça peut un petit peu, baver, ça peut un peu contaminer, le public devant. J'ai l'impression que les idées ne vont pas jusqu'à la salle. J'ai l'impression que les sensations et ce qu'on a touché en profondeur peut diffuser profondément. Tu peux dire à quelqu'un, ouais, c'est beaucoup mieux, bah, la bienveillance, par exemple. J'adore la bienveillance, il faut tout à cette bienveillance, et cetera. Ben, ça peut être juste une idée. Par contre, si tu la ressens et que tu la vis, ben, peut-être que ça va, s'imprégner en toi sans même que tu t'en rendes compte. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me dis, travaillons sur ce qui se passe au plateau d'abord et peut-être que ça ira vers la salle ensuite. Ça répond? Je suis pas sûr, parce que toi, tu as parlé des subventions et tout, est-ce que c'est juste? Non, Ouais. si, pour moi, ça y répond d'une certaine manière. C'était un petit peu. En fait, c'était un petit peu trouver une réponse à tous les gens qui sont extérieurs à ce milieu et pour qui c'est quand même un métier étrange. Et tu vois, par exemple, moi, quand j'ai commencé à considérer la danse comme mon travail, j'allais m'entraîner tous les matins. Et mon père, il est charpentier. Et quand je revenais de l'entraînement, il avait toujours des phrases un petit peu culpabilisantes en me disant ça va, tu t'es bien amusé, Euh, mais c'est quand que tu travailles, tu vois, sous-entendu. Et on a dû avoir une discussion un jour pour que je lui dise, mais tu sais, quand je vais dans la salle, en fait, il y a des fois, je n'ai pas complètement envie, il y a des fois, mais j'y vais pour travailler. Et lui, son métier, c'est de faire des toits, parce que s'il n'y a pas les toits, il pleut dans le salon des gens, donc c'est assez concret, tu vois. Et c'était compliqué de lui faire comprendre que, que moi, ça a de l'importance d'aller dans une salle pour faire des mouvements. Mais c'est des mondes qui ont tellement rien à voir que, que c'est dur de trouver une réponse en 3 mots, je trouve, pour que les gens disent ah, ok, c'est bon, je comprends pourquoi tu as de l'argent, je comprends pourquoi tu vas 2 mois dans une salle, je comprends pourquoi tu fais ci, c'est bon, je comprends en quoi c'est utile, comme moi je construis des maisons, tu vois. Et donc j'ai abordé ça avec la question de l'argent que l'État nous donne, mais c'était plus l'argent que l'État nous donne, le fait que tu as d'autres gens dans la société qui font des métiers qui acceptent que notre métier en est un aussi. Et j'ai jamais trouvé une réponse simple, complètement claire, tu vois, pour pouvoir répondre à ces gens-là. Moi, j'ai des réponses des réponses partielles et qui ont à voir avec des parties de ma vie. Par exemple, très plus jeune, moi, j'ai donné pas mal de cours pendant
peut-être presque 10 ans, de manière plus ou moins intense. Et du coup, j'ai formé beaucoup de... et j'ai formé, j'ai fait danser beaucoup de gens. Et je me disais, par exemple, je voyais les chorégraphes, tout ça, et je me disais, ils font pas le vrai travail, eux. Parce que tu parles de travail, je me disais, ouais, les chorégraphes, tout ça, ils sont perchés dans des concepts de danse chelou et tout. Ils sont pas connectés aux vrais gens. Et moi, en donnant des cours de danse, j'avais l'impression d'être connecté aux vrais gens et de pouvoir faire passer des idées et artistiques et politiques et sociales, etc. Et j'ai compris. En tout cas, je crois avoir compris à un moment donné, à une autre étape, je me suis dit, ouais, mais en fait, si moi je fais ça, c'est parce que si moi je donne ça dans mes ateliers, c'est parce que d'autres chorégraphes impulsent tellement des choses intenses chez moi que c'est ça que je vais transmettre en fait aux gens. Moi, j'adorais Kader Atou à ce moment-là, j'étais hyper fan et je sais que ça a infusé ça dans mes cours. Et du coup, je me suis dit, après coup, je me suis dit, non, mais en fait, les chorégraphes, ils font pas que faire des spectacles pour des salles de 800 personnes, ils inspirent les gens. Et en fait, ça, c'est un effet un peu boule de neige après sur la suite. Et, euh, et après, moi, mes enfants, j'ai des jumeaux, et tu les as vus, Noé, quand il... Ah bah, il te l'a dit à toi, je crois, mon fils. Quand il danse, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, je travaille. Parce que pour lui, c'est du travail, parce que quand papa et maman, ils vont au travail, eh ben, ils vont danser. Et je crois qu'on a tous une vision du travail un peu de labeur, de trucs, il faut galérer pour gagner de l'argent donc, dans ta vie, etc. Et que la danse, ça pourrait pas en être par rapport à ça. Et il y a une autre chose, et on en est comment dire, on est au cœur de ça en ce moment, c'est que tous les métiers qui ont à voir avec, euh, qui ont à voir avec une certaine vivre ensemble, comme l'éducation, comme la santé, comme la culture, etc. Il y a eu une époque en France où on se disait que ces métiers ne devaient pas être que des métiers marchands. Je m'explique, dans le théâtre privé ou dans le rap aussi, j'adore le rap moi, mais c'est vrai que c'est celui qui vend le plus qui va être le plus écouté, ou celui qui va être le plus écouté qui va vendre le plus. Mais du coup, il y a une course à ça. Il peut y avoir une course à qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui les intéressent tellement qu'ils pourront payer pour ça. Du coup, on enfonce des portes ouvertes. Je schématise beaucoup hein, pour aller un peu vite. On peut enfoncer des portes ouvertes juste pour faire des entrées. C'est le cas des fois dans le théâtre privé, notamment en danse. Ça peut arriver où on a envie d'en faire tellement pour que ça rapporte de l'argent. Or, en France, ça existe dans d'autres pays, on considère qu'on a besoin d'une parole multiple, qu'il y ait plein de gens qui s'expriment, même si parfois ils n'ont pas des discours totalement aboutis, même si parfois ils ne sont pas des managers hyper géniaux, etc. Mais on a le droit de tous s'exprimer. Et des fois, euh, non pas des fois, je ne vais pas du tout dire ça, mais en tout cas, le spectacle subventionné permet ça, permet du coup de se poser des questions. Moi, j'adore les spectacles de divertissement comme le Cirque du Soleil, mais ça me fait pas le même effet que quand je vais voir Romeo Castellucci ou à l'époque Alain Platel ou des gens comme ça qui d'un coup te remettent en question artistiquement des pensées, des manières de bouger, de voir le corps, etc., etc. Ils vont pas m'ambiancer avec mon paquet de popcorn, mais ils vont me faire poser des questions. Et s'il y a une raison à l'argent public, celle-là en est une. Euh, euh, Mettre des sous dans la santé, dans l'éducation et tout, on pourrait démonter ça très vite en disant mais non, ça doit fonctionner comme une entreprise, ça doit faire du bénéfice, etc., etc. Mais en fait, des fois, il y a des secteurs qui sont pas porteurs d'économie, qui font pas grimper le PIB, mais qui permettent aux gens de vivre décemment, de vivre ensemble, de faire avancer les humains, etc. Et moi, je trouve que c'est une putain de réponse. Ouais, si comment dire ça? Il y a des gens qui construisent des maisons, d'autres qui soignent des animaux, d'autres qui... Bon. Et si une société permet tout ça, c'est plutôt cool, quoi. Il faut plutôt aller vers là que l'inverse. Mais pour aller un peu à contresens, j'ai un peu l'impression que tout ça, ça parle surtout aux artistes,
aux danseurs et tout ça, que ils vont se remettre en question, mais parce qu'ils comprennent la chose, tu vois. Genre, qui sont eux-mêmes danseurs et qui vont se poser des questions parce que ça leur parle. Mais un gars qui vient tous les jours, enfin, qui est charpentier, par exemple, comme le père à Noé, tu vois, je sais pas, tu l'emmènes voir un spectacle, peut-être que juste, il aura trouvé ça beau, mais il va pas se poser des questions derrière, ça va pas lui emmener une nouvelle philosophie de vie, tu vois. Et je sais plus où je voulais en venir. En fait, c'est que j'ai l'impression que c'est beaucoup pour un petit nombre de personnes. Genre, j'ai l'impression que ça va vraiment servir à un petit nombre de personnes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Genre, Après, remettons un peu dans le contexte, tu vois, par exemple, des danseurs, des chorégraphes et tout, ils font partie de la classe moyenne, même des fois la classe en galère, tu vois. Donc du coup, on parle de budget énorme pour faire, comment dire ça, euh, pour faire manger un petit peu, un très minimum pour tout le monde. Donc c'est pas dingue, tu vois. Moi, quand on met des sous là-dedans, c'est pas dingue. Excusez-moi, mais ça me fait penser aussi à l'école et à la santé. Je me dis, waouh, on discute des salaires des gens comme ça, c'est un délire. Mais je comprends ce que tu essayes de dire, et je crois qu'on a tort de penser comme ça. Je crois que c'est une vision très rationnelle et on essaye de rationaliser les bénéfices de la culture. Je suis jamais allé chez vous à Pontcharra. Je sais pas, il faudrait que je vienne. Euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, je vais pas parler de vous parce que je vais mal en parler. En tout cas, pour chez moi, quand j'ai bossé vers Rouban, dans le sud, etc., j'ai mené un festival pendant 10 ans qui a vu passer, je sais pas moi, peut-être 20 000 élèves, un truc comme ça. Il y avait à peu près 2000 personnes par week-end qui venaient à l'événement, etc. Moi, ce que j'ai insufflé là-dedans, c'est tout le travail que j'ai fait en compagnie. C'est pas mon rôle d'animateur de maison de quartier qui m'a permis de faire ça. C'est parce que j'ai eu envie de me poser des questions sur le monde qui m'entoure, parce que j'ai eu envie de me poser des questions sur la relation que les gens entretiennent entre eux, que j'ai diffusé quelque chose, très maladroitement des fois, complètement à côté de la plaque parfois, et des fois, c'est juste. Mais il y a eu une tentative. Je me rappelle, moi, je faisais des tables rondes là-bas, je faisais discuter des gens qui avaient rien à voir avec le théâtre, avec d'autres qui étaient des gens qui étaient là-dedans et qui étaient plutôt pointus dans leur domaine. Et je trouve que tout ça, c'est diffusé dans la ville là-bas. Tu diffuses un certain état d'esprit. Moi, à l'époque, j'y crois un peu moins maintenant. On était beaucoup dans le peace, love, unity, tout ça, là. On faisait des graffitis de ça, des machins, on en parlait aux petits et tout. Pour moi, ça, c'est un acte artistique. Et c'est des événements qui ont des subventions et aussi des mécènes privés et tout. Autant qu'un spectacle dans un théâtre, autant qu'un show de rue, autant qu'une conférence sur la danse, autant qu'un podcast, etc. Mais je crois pas que tu peux mesurer quelqu'un qui sort d'une salle de spectacle. Mon père, il est un peu comme ça. Il sort d'une salle de spectacle, il, il va botter en touche, il va pas en parler beaucoup. Mais par exemple, quand je décide de monter ma compagnie, eh ben, il veut que ce soit lui qui donne le nom de la compagnie. Il va venir construire du décor, il va venir rencontrer des gens différents. Et j'ai l'impression que avant, quand on a commencé Dividus, je disais, ouais, venons, on change le monde. Genre, gars pas modeste pour un sou. Et je travaille avec des gens plus anciens là, récemment. Et je me dis, eux, ils n'ont pas essayé de changer le monde, ils ont essayé de changer eux ce qu'ils étaient. Et ils ont beaucoup voyagé, ils ont beaucoup travaillé sur leur danse, sur leur démarche artistique et tout. Et moi, juste de les rencontrer, eh ben, ça me déplace, ça me change. Et ça, tu peux pas vraiment le mesurer. ok, ok. Et par exemple, avec Dividus, là, tu dis beaucoup que il y a aussi tout un travail avec les artistes qui sont sur scène pour essayer de faire ressentir quelque chose aux personnes qui vont venir voir le spectacle. Euh, Toi, est-ce que tu as un peu des attentes de choses qui pourraient se passer chez les spectateurs? Est-ce que tu espères un peu entendre des choses, des ressentis qu'ils ont eu en regardant Dividus? Hmm. Euh, non, j'ai pas d'attente. Mais j'aimerais qu'il se passe un truc, quoi. J'aimerais qu'il se passe un truc. Et, mais je crois que c'est le cas. Que t'aimes ou que t'aimes pas. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé.
et je peux comprendre pourquoi. Et non, je crois juste qu'il se passe quelque chose, quoi. Le dernier spectacle que j'ai kiffé, je suis désolé, mais je me rappelais jamais du gars. Il a un nom, c'est un Suédois, ça ressemble à. Putain, j'allais dire une vanne hyper raciste, mais je l'ai dit. J'allais dire ça ressemble à un nom de meuble Ikea, le nom qu'il a. Il est trop difficile à dire. Pourquoi c'est raciste, ça? Et il y a le trois quarts de la salle qui est sorti. Et moi, je kiffais. On était une équipe, des gens que je connaissais pas. On était tous en transe en regardant le spectacle. Et je me dis, bon, il a provoqué une réaction. T'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est posé. Moi, c'est juste mon ambition, de poser un truc. De me dire, voilà, ça laisse pas insensible. Tu sors pas en disant, ouais, c'est bon, on a compris les ficelles, tu vois. Je crois que ça, c'est plutôt réussi. Mais du coup, par exemple, les personnes qui avaient pas trop aimé Dividius, ça t'a pas un peu titillé? De ouf. Je pensais pas à ce point, tu vois. Je pensais pas à ce point et je trouve plein de. En fait, c'est quand même, pour recontextualiser, moi, je monte ma compagnie en 2017, je fais un solo qui fonctionne bien. Après, j'arrête un peu ma compagnie parce que j'ai mes jumeaux et je bossais avec une autre compagnie qui me prenait beaucoup de temps. Et du coup, pour faire un spectacle à 7 danseurs, c'est quand même un step, tu vois, c'est une marche un peu haute. Bon, on parlait des budgets, mais aussi, moi, je savais pas si je pouvais intéresser 7 danseurs. 7 danseurs, tu vois, avec un vrai parcours. Euh, du coup, il y avait plein de questions où je savais pas si ça allait fonctionner. Et là, que ça soit les sorties de résidence comment dire ça, ou les dates qu'on a faites, quasiment tous les pros qui l'ont vu, ils ont voulu le programmer chez eux. Donc c'est plutôt cool. Sauf qu'il n'y en a pas non plus des milliers et des cents qui l'ont vu en période de Covid et tout, même si j'ai essayé de faire le travail. Et il y en a deux, trois qui n'ont pas aimé. Et je pensais pas que ça allait me, autant me toucher en fait. En fait, ce qui me fait bizarre, c'est que nous, on vient de passer 2 mois. On a l'impression d'avoir creusé un sillon, d'être dans un. On a vraiment l'impression, et c'est normal, hein, et c'est même bien, que tu peux pas ne pas être touché par ce qu'on raconte. Attends, on y a mis tout notre cœur. Et en fait, quand il y a des gens qui passent complètement à côté de ça, ben ça te touche en fait. Tu as l'impression que ça n'existe plus du coup. Et c'est pour ça que je te disais au début, quand tu me disais alors, Adividus, je te dis, peu importe ce qu'on me dit, moi je sais qu'il y a un truc à exister fort. Après, les goûts et les couleurs, chacun pensera ce qu'il veut. Je me suis détendu, mais il m'a fallu un petit peu de temps quand même. J'ai envie de lancer le truc dans deux directions différentes. Tu me dis ce que tu préfères. Connaissant ton travail et ta manière de faire, etc., il y a un truc qui me paraît évident et ça serait cool qu'on en parle, c'est la notion d'intelligence collective et de comment tu crées des hiérarchies peut-être plus intelligentes pour fonctionner et avancer mieux ou plus honnêtement ou plus vite dans ce genre de métier qui sont des choses qu'on nous apprend pas forcément. Euh, mais j'aimerais aussi parler de, de ce que c'est, et peut-être qu'il va falloir faire le choix entre les deux, même si peut-être on va avoir le temps pour les deux, il faut qu'on vive des choses au plateau, il faut qu'on vive des choses entre nous avant de pouvoir les transmettre aux gens, ok, mais s'il y avait que ça, il n'y aurait pas besoin d'idées fortes comme la fiction que tu as voulu développer dans Dividus, il n'y aurait pas besoin de raconter des histoires, il y aurait juste à se mettre ensemble et c'est tout. Mais le fait est que toi, à un moment donné, tu as eu une idée un peu percutante de Dividus qui, qui t'a donné envie de faire la pièce. Tu t'es pas juste dit que tu vas te rassembler avec des gens. Donc il y a un peu cette notion aussi de naissance d'idées. Qu'est-ce qui fait qu'une idée est la bonne et tout. De quoi est-ce que tu veux parler? On parle plutôt d'intelligence collective ou on parle d'idées? Bah, l'idée, ça peut aller vite parce que c'est que. Je peux parler que de mon exemple. L'intelligence collective, c'est un truc. Bah, nous, ce qu'on met derrière, c'est tellement vaste qu'on peut en parler longtemps. En tout cas, pour l'idée, je crois, euh, je crois que c'est Karl Lagerfeld qui disait ça. Il disait si tu peux pas expliquer ton projet en une phrase, c'est qu'il est pas bon. Et moi, j'ai tendance à en faire 15 de phrases. Du coup, c'est un vrai exercice pour moi. C'est une vraie contrainte de me dire comment. Et j'ai l'impression que l'idée,
L'idée d'un spectacle, putain, ça. Bon, je pourrais changer d'avis demain, mais en tout cas pour aujourd'hui. On va dire que c'est une définition pour aujourd'hui. L'idée d'un spectacle, en fait, elle doit juste donner le cadre de contrainte pour moi. Et elle peut s'expliquer de manière très rationnelle. Et il faut pas que ça soit très long. Tu nous donnes en une phrase ce que c'est que Dividus? Putain, le bâtard, je savais que t'allais il est senti venir. En une phrase, c'est chaud, mais je pourrais dire que que c'est une dystopie qui imagine un monde sans spectacle vivant dans lequel on aurait laissé des danseurs comme pour faire un devoir de mémoire. On aurait laissé des danseurs dans un monde, enfin, dans un théâtre, on aurait laissé des danseurs comme un devoir de mémoire. Moi, j'ai eu cette idée, et j'ai peur d'être trop long si je raconte ça. Et moi, j'ai eu cette idée en étant en résidence. À un moment donné, j'ai imaginé dans un truc un peu de surémotivité, j'ai imaginé que c'était fini justement, avec tous les arguments que vous posez, de genre, c'est pas un travail, tu vois ça. On va pas mettre des sous pour ça, il y a des choses plus importantes là, il faut augmenter le SMIC, il y a plein de trucs qui nous dépassent. Du coup, je me disais peut-être, et souvent dans les sociétés où les extrêmes montent, on a des exemples avec Trump, Bolsonaro, Boris Johnson et tout ça, quand les extrêmes montent, eh ben les pensées se, comment dire ça, s'essentialisent. C'est c'est rigolo de le dire comme ça. Il y a une pensée dominante qui devient de plus en plus simple. C'est souvent la faute de quelqu'un. Et du coup, on enlève tous les privilèges. Et la culture, en général, trinque pas mal. Par exemple, pour argumenter, il y a beaucoup de livres qui sont censurés dans ces périodes-là. Moi, j'ai connu l'époque du FN à Toulon, à la bibliothèque, il y a plein de livres qui étaient censurés parce qu'on veut on veut diffuser une pensée unique. Euh, tout ça pour dire que j'imaginais la fin du spectacle vivant. Et en imaginant la fin du spectacle vivant, je me disais, mais putain, mais c'est possible. Genre dans 30, 40, 50 ans, vraiment, il y a moyen que le spectacle subventionné comme on le connaît aujourd'hui, qu'on nous dise, non, c'est bon, c'est fini. Vous avez bien rigolé là avec vos conneries de mouvements, de sensations, de machin, mais ça y est, c'est fini. Et en fait, c'est à tomber au moment où j'ai eu mes enfants. Du coup, je me suis demandé quel futur pour eux. Et quels enfants j'allais éduquer pour quel monde aussi. Et j'ai eu envie de me demander, si jamais ça n'existait plus, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui nous manquerait? Qu'est-ce qu'on a fait de si important dans ces lieux-là? Qu'est-ce qui manquerait à une société s'il n'y avait plus ce truc-là? Et c'est le jeu d'une dystopie, c'est Orwell qui a commencé à faire ça. Et c'est d'imaginer dans le futur un truc qui manque pour le coup le spectacle vivant, pour en fait se poser les questions du présent, de se dire mais là aujourd'hui tout de suite à quoi ça sert? Qu'est-ce que je fais de cet outil-là? Et donc ça c'était le cadre de base. Et du coup on a en se disant voilà si jamais il n'y a plus de spectacle vivant, moi je me dis le postulat de base on a laissé des danseurs dans un théâtre avec très peu de contact avec l'extérieur pour juste qu'on se rappelle qu'à une époque, il y avait des gens là qui bougeaient leur corps toute la journée en imaginant que ça pouvait produire des idées. Je crois que le cadre, il est intéressant parce qu'il pose une question. Tu parlais des idées. Il pose une question qui est relativement claire, si on dit qu'est-ce qui nous manquerait, mais les réponses sont très ouvertes. Et ce qui m'intéresse moi dans mon travail, c'est je me dis comment chaque danseur avec un parcours différent peut s'approprier cette histoire-là et peut donner des réponses différentes. Et pour parler des méthodes de travail ensemble, moi, ce que j'ai posé, c'est que j'ai raconté ça sur comment on appelle ça? Sur des vocaux. Je faisais des vocaux d'une heure. J'en ai fait beaucoup, mais je leur ai pas envoyé tant que ça. J'ai dû leur en envoyer deux, trois. Eux, ils répondaient pour commencer juste à discuter de cette idée-là. Et après, le jour où on s'est vu, le premier jour, il manquait, je crois, une danseuse. Ouais, il manquait qu'une danseuse. Je leur ai dit comment j'en étais arrivé. Donc, du coup, j'ai fait la version longue. Je crois que ça a duré toute une matinée. Je leur ai dit pourquoi j'en étais arrivé là, mais vraiment en faisant le parcours très large, de choses même des fois très intimes, un peu moins, etc. Je leur ai dit pourquoi j'en étais arrivé là et qu'est-ce que j'attendais de ce projet. Mais j'ai vraiment, vraiment passé beaucoup de temps à leur expliquer. Et du coup, pour moi, c'était une façon de dire, dans le projet, je veux que tout le monde mette au pot. Donc, comme c'est moi qui invite, il faut que je mette vraiment le plus possible moi,
pour vous inviter à faire de même. Et j'aurais dit, mais je veux même pas le savoir. Je veux même pas savoir, moi, vous, toute votre vie et tout, je suis pas votre psy. Je veux juste qu'on se mette d'accord sur le fait que tout le monde va se plonger dans le processus pleinement. Mais j'ai jamais posé de questions de pourquoi tu dis ça, pourquoi tu... Ça te concerne. Je veux juste que tu y ailles à fond. Et je prends ce principe à Wajdi Mouawad, qui est un metteur en scène, qui fait encore des spectacles aujourd'hui, et qui disait que lui, en début de projet, il voulait se mettre sur une table ronde ou parfaitement carrée, avec tous les gens du projet, pour commencer à parler du projet, et pour que dès le début, ben, que la parole circule, qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Déjà, si tu fais ce point de départ-là, j'ai l'impression comment dire, tu tues un peu le metteur en scène ou la personne qui a l'initiative du projet. Du coup, ça nous fait rebondir sur l'intelligence collective. Euh, je me permets d'expliquer ce que tu viens d'expliquer, vu que je l'ai vécu, comment ça a été rapidement de mon point de vue, mais euh, avant d'arriver sur Dividus et de bosser avec toi, la plupart des formes de mise au travail dans les premiers jours et même de hiérarchie que j'avais connues, c'était les danseurs arrivent, le chorégraphe dit bonjour, et après ça, peut-être qu'on échange quelques phrases, peut-être qu'on parle un tout petit peu, enfin qu'il parle justement un tout petit peu de ce que c'est le projet aux danseurs qui écoutent. Et ensuite, globalement, les danseurs ne sont qu'un corps et ils sont là pour obéir à des consignes d'écriture que le chorégraphe donne. Et moi, jusqu'à présent, j'avais connu uniquement ce mode-là. Et on m'avait toujours demandé simplement d'écrire du mouvement pour faire court. Et peut-être des fois de mettre un petit peu d'émotion, mais sans trop savoir comment on faisait et tout. Parce que il n'y a pas d'école qui m'a appris comment faire ça, donc on bidouillait. Et du coup, quand on a démarré avec toi, t'as mis la table sur scène, on s'est tous assis autour de la table, et moi j'ai eu l'impression que tu nous racontais toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, dans les moindres détails les plus intimes, et que tu nous disais, et tu nous as dit la phrase très claire, tu nous as dit, j'ai besoin de vous expliquer comment on en est arrivé jusque-là, enfin comment j'en suis arrivé jusque-là, je vais vous raconter toute ma vie, mais aussi pour que vous compreniez que j'ai pas besoin de vous pour faire ma thérapie parce que je l'ai déjà fait, et que juste je vous raconte ça, et ensuite on va se mettre au travail ensemble. Et tu as posé en effet un tel degré d'honnêteté qu'ensuite on n'a pu que suivre. Et du coup, je tiens juste à dire que ce procédé de toi donner beaucoup de toi-même pour ensuite nous laisser la parole à tous, c'est un truc qui a eu lieu tout le reste du projet pendant les 2 mois. On avait des cercles de parole tous les jours. Tout le monde avait le droit de remettre en cause tout le temps les idées. Il y a un jour, au bout de 2 ou 3 semaines, t'es parti toute la journée du théâtre et tu nous as demandé de faire le spectacle nous-mêmes sans toi. Donc on avait le droit aux lumières, aux techniciens, à tout pour juste entre nous décider du spectacle sans le prétendu chef, tu vois. Mm. Et, et c'est des procédés que j'avais jamais vus, tu vois, dans des compagnies et qui pourtant existent dans plein d'autres trucs, ces questions de hiérarchie, etc. Et le fait est que du coup, tout le monde a donné énormément de lui-même. Il y en a qui ont écrit des textes, il y en a qui ont confié des choses, il y en a qui ont carrément créé leur propre tableau et qui t'ont dit, moi, j'aimerais faire ça sur scène. Mm. Et t'as dû l'accepter. Et, et du coup, bon, déjà tout ça pour faire un petit témoignage de comment ça se passait dans les détails. Et peut-être c'est cool si toi, il y a des scènes très concrètes que aussi t'en parles, tu vois, pour dire voilà ce qu'on a fait pour laisser la parole aux autres. Et, et du coup, pour te passer la balle, peut-être que la question, ça serait... Moi, j'ai pas besoin de questions, ça me va, ce que tu as raconté. Vas-y, je t'en prie. Il y a, il y a, il y a un truc, du coup, qui te concerne à toi particulièrement, mais c'est pas de la magie, mais c'est le contexte. Je disais que moi, dans ma jeunesse, il y avait pas la place de dire que je voulais être chorégraphe. Et des fois, c'est juste là, l'espace que tu laisses pour que chacun prenne la parole. Euh, Noé, il a écrit un texte les 2 mois. C'était pas une demande, je crois pas. C'était pas une demande. Il est venu un jour, il a dit, bah, hier soir, j'ai écrit ça, je l'ai écrit d'un trait. Et on a essayé d'y revenir plusieurs fois pour le changer. On n'a jamais réussi à changer un mot. Pas parce que c'est la perfection et que c'est Rimbaud, mais parce que c'est tellement juste pour que, à notre endroit de ce que ça raconte. Et j'ai l'impression que c'était possible parce que juste il y avait l'espace pour que ça soit possible.
Euh, euh, Souvent, à la fin du projet, moi, ils m'ont pas mal remercié tous les danseurs du truc et tout. J'ai dit, mais moi, j'ai rien fait, en fait. J'ai juste mis un cadre. Et en fait, le texte et tout, moi, je saurais pas l'écrire. Les danses, je saurais pas tout écrire. Et c'est vraiment quel cadre tu donnes. Et ce cadre-là est hyper important. Et on met l'accent sur, sur tout l'espace de liberté, mais en fait, on avait un espace hyper contraignant. Ça veut dire que tous les matins, il fallait qu'on commence à l'heure pile. J'ai essayé de m'y tenir. C'est moi qui menais l'échauffement qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Et donc, c'était ça tous les jours. On devait s'arrêter à la même heure tous les jours pour manger, la même heure pour reprendre. Et le soir, forcément, il y avait un espace pour faire un retour de la journée. Mais pendant la journée, dans les règles, on n'avait pas le droit de lancer un débat dans la journée. C'était pas possible. C'était que le soir. Si on disait, si on disait non à quelque chose, on n'avait pas le droit de dire non si on n'avait pas autre chose à proposer. Tu peux pas dire juste non. C'était pas possible. Et, euh, et tout le jour, aller vers. Je leur disais, je sais pas si j'ai envoyé ce vocal, mais je leur disais, quand tu crées quelque chose, tu veux forcément. Tu détruis quelque chose d'autre avant. Tu crées en réponse à quelque chose. Pour pas faire le spectacle que tu as fait la fois d'avant, pour pas faire le passage que tu as fait la fois d'avant. Le problème dans ça, c'est que souvent, moi je l'ai vécu, t'es que en confrontation avec ce que tu ne veux pas faire. Et du coup, c'est pas très lumineux tout ça. Et ce que j'avais posé en base au début, c'est que on peut dire non à plein de choses, mais il faut s'inviter mutuellement à dire oui à plein d'autres, de manière lumineuse. Et du coup, il y avait un cadre qui était quand même hyper resserré. Et finalement, ce cadre contraignant permet une grande liberté. Et j'avais dit un truc, là, ça c'est l'anecdote, mais je la trouve tellement parlante. J'avais dit, vous avez le droit, chacun, à faire un truc, mais juste un, genre à imposer dans le spectacle. Et Manu, je sais pas si je spoil ou pas. Dis-le. Ouais, Manu, il voulait fumer un spliff sur scène. Mais genre un peu tout seul sur scène. Et je lui disais, mais pourquoi? Il me dit, je sais pas. Il me dit, ça raconte trop un truc et tout, machin. Et moi, personnellement, je crois fort à ça. Je crois que du moment qu'on essaye de tout rationaliser et qu'on essaye de rendre logique toutes les idées, eh ben on les éteint avant qu'elles naissent. Je crois qu'il y a des idées qui traduisent une espèce de complexité et, euh, et qui est hyper juste en fait, qu'il faut laisser tel quel et qu'il faut pas forcément l'expliquer. Et c'est bien comme ça. Euh, Moi, je crois fort que si on se met dans un cadre euh, si on se met dans un cadre de travail, si on se met tous ensemble et qu'il y a tout, tu vois, il y a à manger, à boire, il y a un théâtre, etc., ben, si le cadre est suffisamment intéressant, ben, il va produire des idées qu'on ne pourra pas tout expliquer. Moi, je ne sais pas tout expliquer ce qu'il y a dans le Vividus, quasiment tout par souci de professionnalisme, mais je ne sais pas tout expliquer. Mais par contre, je sais que tout a du sens dans la manière dont ça a été créé. C'était tout me semble cohérent. Et des fois, les idées sont... Bon, bref. Des fois, je trouve que les idées passent au-dessus du récit. Mais je vais m'enfoncer dans une explication trop longue. C'est ouf parce que quand je vous écoute parler d'individus, j'ai l'impression quand même que la place du groupe a été quand même super importante et que en même temps, t'es arrivé et j'ai un peu l'impression que t'as posé quand même un cadre assez strict, tu vois. Et je me dis que genre les gars, ils auraient pu se dire mais what the fuck, qu'est-ce qu'il me veut, tu sais, genre jamais fait des spectacles comme ça, vas-y, je me bats. Et là où je voulais en venir, c'est comment tu t'es dit, euh, je veux tel danseur pour mon spectacle. Parce que genre, enfin, je crois pas que Noé et toi vous vous connaissiez avant de faire le spectacle, Ouais. et tu le connais juste en l'ayant vu danser. Et comment tu t'es dit? Et en plus, dans ta pièce, j'ai quand même l'impression qu'il faut quand même ressentir des choses, être convaincu de certaines choses pour que ce soit quelque chose qui soit bien, pour que ce soit parfait. Comment tu t'es dit, sans le connaître, c'est lui qu'il me faut. Franchement, je crois quand même, parce qu'il faut pas trop faire le malin, je crois qu'il y a une part de chance quand même là-dedans. Parce que cette équipe, ouah, à la base, ils sont pas faits pour être ensemble. Il y a des décalages au niveau des esthétiques, il y a des décalages au niveau des manières de penser, etc. Mais je peux te dire un par un, et ça va me faire très plaisir de le dire un par un. Euh, Comment dire ça? Noé, euh, Noé, on s'est croisés.
Tiens, je vais pas réussir à tout raconter parce que c'est public quand même, ce, ce podcast. Bon, en tout cas, on s'est rencontrés et je le trouvais hyper intéressant. On avait échangé 2 minutes à Saint-Étienne dans une salle et j'avais proposé à des potes pour aller danser avec eux, tu vois. Et ensuite, il a fait une succession de choix où je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pas, mon travail ne va pas, peut-être pas lui plaire. Parce qu'il faisait d'autres choix où je me disais, ah ouais, c'est vraiment loin de ce que je fais. Et c'est Andrea qui me disait, mais non, Noé et toi, parce qu'il se voyait souvent, il me disait, il faut trop que tu bosses avec lui, tout ça. Et du coup, on a fait un labo où j'ai rencontré 14 danseurs et il y avait Noé dedans. Et bon, je savais que techniquement c'était un ouf, mais je ne connaissais pas comment il pensait et tout. Et pendant ce labo-là, il avait déjà écrit un texte. Il avait fait en sorte de tisser du lien dans le groupe, etc. Et c'est ce truc-là qui m'a intéressé. Je me rappelle qu'on a eu une discussion parce qu'il, pendant la période des 2 mois, il devait ne pas être là pendant 2 semaines. Et je lui avais dit de manière, j'étais dégoûté, mais je lui avais dit, écoute Noé, si tu pars 2 semaines, si moi je voulais que tes moves, ben ça poserait pas de souci, mais je veux tes idées, je veux ta manière de penser, je veux que tu nous dises quelles réponses tu trouverais aux questions posées dans le spectacle, etc. Donc c'était la personne qui m'intéressait. Andrea, je la connais depuis qu'elle a 15 ans. Elle a fait ses premiers trucs de créa avec moi. Et ça faisait longtemps qu'on s'est dit il fallait qu'on se finisse sur un projet, donc c'était l'occasion. Manu un peu la même. Et je savais qu'on avait des... En même temps, ils étaient d'accord avec moi sur plein de trucs. Mais en même temps, Andrea, par exemple, je l'ai connue très jeune. Et elle est venue en me disant, enfin, pas en me disant, mais en me faisant bien ressentir, tu vas pas m'endormir, quoi. J'ai grandi maintenant, il va falloir que tu travailles ton truc pour que tu me convainques. Et j'adorais ce rapport-là, il était stimulant. Quelqu'un comme Juliette, c'est celle avec qui j'ai le plus hésité. Une danseuse contemporaine qui bosse chez Ofesh. Euh, En fait, le premier labo, on faisait que des trucs au sol. Et elle, c'est pas du tout sa spécialité. Que des trucs vraiment de bâtard quand même au sol. C'est vrai ou pas, Noé? Ouais, c'est vrai. C'est pas que c'était dur, mais c'est que je faisais aucun effort pour traduire ma danse. Je la faisais telle qu'elle et je disais, allez-y, faites ça. Et vraiment avec mes trucs à moi, mes façons de machin. Et chacun faisait ça. Noé, il avait fait un petit bout et tout. Donc Juliette a galéré pendant le truc, mais elle a écrit un texte pendant le labo qui était magnifique. Et puis j'ai revu les rushs et tout, je me disais putain mais en fait j'aime trop parler avec elle. Je la trouve trop intéressante, trop bon, je vais finir, je vais pas vous dire tout le reste, ça va être trop long, mais chez tout le monde, il y avait le truc de me dire si je dois passer un temps avec eux de discussion ou dans un studio, eh ben j'ai l'impression qu'on est stimulé, il y a de la stimulation des deux côtés. Tu vois, Noé, j'avais l'impression que je l'intriguais et moi, je le connaissais pas du tout et j'arrivais pas à le mettre dans une case. Et ça m'intriguait aussi. Et chez tout le monde, il y avait ce truc-là. Du coup, c'est pour ça que la rencontre a été riche. Et après, il se trouve, et je crois que ça a joué, mais que c'était pas le premier truc. Il se trouve que tous les gens que j'ai invités, qui étaient des amis ou des amis d'amis, eh ben, c'est tous des oufs dans leur domaine. Mais je me rappelle le premier jour de labo, j'étais dos à eux, donc c'est moi qui dois leur donner un truc, en tout cas c'est le deal. Et je me retourne, je me dis, oui, ils sont chauds en vrai tous. Tous, vraiment, j'ai pris un coup de pression. Et ils sont tous chauds dans un domaine très différent. Mais je pense que si je devais refaire un projet, j'aimerais tous les réavoir. Si je devais faire rentrer des nouveaux gens, j'aimerais bien qu'il y ait des perturbateurs encore. Et pas des gens qui aillent dans le même sens. J'ai l'impression que c'est trop riche de faire ça. Je fais un parallèle qui paraît hyper évident, mais je me permets de le faire de manière un peu directe. Moi, je crois que je suis pas candidat aux élections présidentielles parce que c'est trop difficile, mais on a le droit, à notre petite échelle, de s'inventer des petites utopies et des petits mondes utopiques et de faire des tests de comment dire ça, de hiérarchie un peu plus horizontale, de comment dire, euh, de règles de vie un peu différentes, etc. Et je crois qu'on fait que essayer des trucs comme ça. Et dans le choix des danseurs, je crois que de prendre que des danseurs qui se ressemblent un peu élitistes, ben ça dit des choses de notre monde qui me font pas trop rêver. Et du coup, dans le choix, il y a beaucoup ça. Tu vois, j'y pense sans, c'est pas le critère de ouf, tu vois, mais
Mais je me dis que Noé vient de la campagne, que quelqu'un ait fait une grande école, qu'il y en a qui n'ont pas fait de formation, il y en a qui sont, comment dire, du BC1, il y en a qui font plus des jams et tout. Je trouve que ça dit des choses de comment on peut se croiser en étant hyper différents. Il y a toujours ce truc-là un peu en sous-texte. J'ai l'impression que c'est évident, mais je me permets de le dire. On arrive à la fin de l'interview, Nassim. Hmm, Et c'est dommage parce que ça pourrait durer plusieurs heures et j'avais plein d'autres questions que je voulais te poser. Mais puisqu'on parle de contraintes, on va se contraindre au format de l'heure et, et s'arrêter là. Et la personne qu'on reçoit après toi, vu que c'est le début de la saison, il y avait personne avant toi, mais la personne qu'on reçoit après toi, c'est Marceau Rivière. C'est un chorégraphe qui vit en Angleterre, mais je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un non. Français, mais il vit en Angleterre, Marceau. Et du coup, vu que tu es censé lui poser une question, si tu ne le connais pas personnellement, peut-être que ça va être compliqué. Mais je pense que, sachant que c'est un chorégraphe qui vient quand même du milieu des battles, mais pour le coup qui a une formation très académique, il donne beaucoup de workshops, il a beaucoup travaillé en Angleterre. Là, il a été à Hong Kong un an pour donner pour faire une créa, je crois, à Hong Kong. Bref, je te plante un tout petit peu le décor. Je me dis que peut-être tu auras une question ou un sujet que tu veux qu'on aborde avec lui. Je sais pas du tout qui c'est, mais du coup, je sais pas pourquoi j'avais une question. J'étais sûr que tu allais pas me la poser, mais je l'avais dans ma tête en démarrant le- l'échange. C'est quoi la différence entre le sport et la danse? Ok. Si les gens qui nous écoutent veulent voir, même si de toute façon c'est des choses qu'il faut voir en vrai, mais si on veut être informé des tournées, soit de ton solo, soit de Dividus, soit avoir un peu des bribes de ton travail en vidéo, etc., où est-ce qu'on peut trouver les infos? C'est vraiment en construction en ce moment. Il y a le site internet qui devrait sortir ce mois-ci, etc. Mais il y a un Facebook et un Instagram, une compagnie Ayagma, et qui va être un peu mieux tenu à jour. Et Tu l'écris comment, Ayagma? Ayaghma. Cool. De toute façon, on mettra les infos en dessous du lien. Ok, Eh merci les gars. ben, Merci à toi. merci à toi. Tu veux peut-être ajouter un dernier truc ou on s'est dit au revoir là-dessus? Ben, c'est hyper court. Je me dis ça serait cool de parler d'un truc spécifiquement, mais c'est vrai que le temps de se présenter, de rentrer un peu dans le sujet, ben du coup on passe un peu tout en revue. Mais pour avoir écouté d'autres podcasts, notamment celui d'Amjad, j'ai trouvé hyper intéressant. Et je trouve intéressant quand ça devient très spécifique au travail qu'on fait, qui est pas très connu finalement. Et je suis content d'en avoir parlé un petit peu du coup, Hmm, de ce travail-là. cool. Nice. Merci Nassim. À bientôt. Merci à vous. À la Salut. prochaine. Ciao.